Bonjour tout le monde. Je n'aurai pas la prétention de dire que je vais faire une grande conférence. Surtout, vous êtes attendus dans une activité sexuelle, en tout cas que j'ai compris, là. Et comme je ne serai pas drôle non plus comme Christophe, écoute, quand tu viens nous rencontrer au ministère, tu n'es pas drôle comme ça. Tu pourrais te permettre d'être un peu plus drôle quand tu viens nous voir à Québec. Donc, je me limiterai à quelques messages et en fait, une mise à jour des informations. Je trouve que d'être ici aujourd'hui, au nom du ministère, ça nous permet de voir comment le réseau de la recherche avance. Quoique, on n'est pas déconnecté, Serge le disait, on a des liens étroits là, régulièrement en cours d'année avec l'Institut universitaire. Et toutefois, ça permet de voir comment sont nos convergences actuellement. Je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour cette journée-là. Au-delà des contenus qui sont toujours fort intéressants, j'ai beaucoup apprécié nos chercheurs qu'on connaît depuis toujours en dépendance, la synergie entre les personnes. Pour nous, c'est un rôle de l'Institut universitaire. Serge, comme directeur scientifique, quand il est arrivé, c'est sûr qu'il y a des personnes qui portent, là, mais il y a toutes des équipes derrière, disaient « Je veux faire de cet institut-là le leader au Québec, celui à qui on réfère quand il y a des besoins, que ce soit en première ligne, en deuxième ligne, quoi qu'on en parle un peu moins, mais on est toujours là-dedans, que ce soit en intersectoriel. » Et je trouve qu'une journée aujourd'hui va dans ce sens-là, je dis mission accomplie. Parce que quand je regarde l'ensemble des groupes de recherche d'envergure sont ici aujourd'hui, ont été associés hier ou aujourd'hui à la démarche, et c'est ça l'intention derrière. On veut de plus en plus maximiser nos efforts, aller dans la même direction. Et si on se parle, bien, ça permet de ne pas trop avoir de doublons et de travailler en complémentarité. Donc, un gros bravo. Je ne peux pas passer sous silence la place que vous avez faite aux étudiantes. Je suis charmée. C'est ma marque de commerce, on me charme facilement. Et là, écoutez, vous l'avez eu, la totale. J'ai trouvé ça fort charmant. Au-delà du contenu, je me dis, mon Dieu, on a une belle relève de chercheurs au Québec. Je me souviens, il y a plusieurs années, autour du jeu, quand le programme de recherche thématique a été mis en place, on disait, il faut se préoccuper de notre relève. On n'a pas de jeunes chercheurs. Et je trouve qu'on est à la même place que nos jeunes du Québec. Souvent, on est préoccupé par nos jeunes. Moi, j'ai souvent une équipe de jeunes. J'ai aucune préoccupation pour les jeunes du Québec et je pars d'ici avec aucune préoccupation pour la relève en dépendance au Québec. Donc, ça, c'est un plus. Et sûrement que l'ensemble des chercheurs et l'Institut universitaire, vous y avez contribué. Et là aussi, je vous dis un gros merci. Écoutez, je parle d'Institut universitaire. On a une fierté autour de la désignation universitaire. On était le seul réseau qui n'en avait pas. Le petit réseau de la dépendance. Il y a des personnes dans la salle. Je vois Michel et là aussi, je fais attention de nommer des personnes parce que je nomme Michel, je me dis, Serge, étais-tu là, Joël? En tout cas, il y a un groupe de personnes qui ont cru à ce projet-là et ça a été un projet concerté parce qu'il a fallu trouver le financement pour le réaliser, ce projet-là, et c'est vraiment un projet conjoint de longue envergure qui a permis cette réalisation-là d'une structure de recherche au Québec. Et ça, pour nous, c'est important parce qu'on peut financer des projets, mais si on n'a pas de structure pour soutenir tout ça, on n'a pas la même récurrence derrière ça. Et on est très fiers de cet institut universitaire-là, qui est le plus jeune. Bon, j'oublie nos instituts de première ligne actuellement, mais qui avance bien et qui se développe bien. Donc, on ne peut plus parler d'un jeune institut maintenant. Je pense qu'il est rendu presque à l'âge adulte. Donc, nos connaissances, l'innovation, puis je n'écrirai pas tout le mandat d'un institut universitaire, mais c'est vraiment pour nous, pour notre direction, qui a un nouveau nom en passant. On a ajouté service à nos noms dans une idée d'uniformisation, donc la direction des services en dépendance et en itinérance. Mais c'est vraiment un appui solide. Que ce soit dans son mandat de développement de connaissances, de transfert, mais aussi dans des mandats complémentaires qu'on a confiés à l'Institut, toute la formation du réseau qui, pour nous, doit être appuyée sur les bonnes pratiques, sur quelque chose de scientifique, sur la donnée probante. Donc, tout passe par ici, autant le développement et la dispensation. Et pour nous, c'est des outils précieux. Il y a des éléments aussi importants, des avis.
On a besoin, quand on travaille dans un ministère, d'organisations savantes qui sont capables de nous alimenter scientifiquement et du point de vue expérientiel aussi sur ce qu'il y a de mieux, de meilleur, de prometteur, de probant. On navigue dans tout ça et on est maintenant capable de compter là-dessus. Ça a été précieux aussi pour les travaux qui ont été faits dans le réseau des ressources d'hébergement communautaire et privé en dépendance, parce qu'on arrive avec un règlement, mais on se doit aussi de soutenir ces organisations-là dans de la formation, dans des bonnes pratiques, et l'Institut a joué un rôle important à ce niveau-là. Donc, pour nous, c'est un exemple concret de comment le volet scientifique est au profit de la clinique. Je reprends un peu les propos de Joëlle Tremblay, qui, toute sa vie, je l'ai entendu dire, il faut que la recherche soit au profit de la clinique. Et là aussi, c'est mission accomplie. Et peut-être qu'on oublie dans le réseau de la dépendance que c'est tellement bien intégré, ce volet-là, mais nous, on se fait souvent dire qu'il y a un peu de jalousie parce que c'est pas comme ça dans tous les réseaux. On fonctionne par programme service au ministère et il y a des gens qui ont des fonds de recherche ou qui sont associés à des fonds de recherche importants, mais ils n'ont pas ce qu'on a au niveau de la complicité, de la proximité, de la complémentarité. Et ça, il ne faut pas perdre ça. Ça fait des années que les orientations ministérielles ou interministérielles illustrent ça, énoncent des principes directeurs, que l'intervention doit être appuyée sur des données probantes, sur les bonnes pratiques, et il y a des exemples concrets de ça également. Parfois, quand on est plus loin d'orientation, on pense que c'est quelque chose de théorique là, qui apporte pas trop de changements sur le terrain. Mais juste pour vous illustrer, dans le plan d'action gouvernemental concernant les jeux de hasard et d'argent, on avait un axe sur la recherche. Bien, depuis 2001, c'est 68 subventions de recherche qu'il y a eu, puis ça totalise plus de 13 millions. Ça, c'est juste dans notre réseau. Fait que c'est majeur comme impact pour un petit réseau comme nous. Le plan d'action en toxicomanie, il y avait aussi des actions très structurantes là-dedans, dont pour moi la plus structurante qui était l'identification d'une désignation universitaire. Donc c'était une mesure du plan d'action. Il y a eu plein de travail derrière ça, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde peut compter sur cette structure-là qui est récurrente, avec des évaluations de temps en temps, là, mais disons récurrentes. Il y a des mesures aussi de recherche qui ont été amenées du côté de la toxicomanie. Je pense à des projets structurants. L'évaluation des compétences des intervenants de première ligne pour la détection, intervention précoce, orientation. Vous comprendrez que pour des services aux clients, c'est majeur. C'est pour ça qu'on est là. C'est pas pour faire de la recherche, c'est pour voir comment on peut mieux desservir les personnes qui ont besoin de services et comment on est capable, nous, dans des instances décisionnelles, de prendre ces décisions-là au profit des clientèles. Donc, c'est à ça que ça sert et c'est là qu'on a aussi cette synergie-là ou ce point commun là, qui est important. D'autres recherches structurantes, l'évaluation de l'implantation d'Alcochois, l'évaluation des mécanismes d'accès jeunesse, la validation des instruments de la famille et des débats. Joëlle en a parlé ce matin. Un projet qui n'est pas encore publié, mais qui a une importance majeure pour nous, c'est l'estimation des besoins de services jeunesse en dépendance, donc nos fameux requis. C'est un projet qui a été développé. À ma connaissance, on est les seuls au monde, est-ce que je dis n'importe quoi, Joëlle, qui avance ça, avec quelques nuances. Cela dit, on veut se préoccuper des services aux jeunes, de s'assurer que c'est efficient, donc ça passe par des moyens comme ceux-là. Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme service? Et après, on est capable de construire. Je veux souligner aussi la présence des chercheurs d'établissements. Pour nous, c'est pas banal. Quand on a fait le plan, on a élaboré le plan d'action interministériel. Il y a plusieurs d'entre vous qui nous accompagnent comme experts, mais il y a des gens de notre réseau qui nous ont dit « Permettez-vous de nommer dans le prochain plan d'action l'importance des chercheurs d'établissement, parce que nous, ça nous donne des leviers pour autoriser ça dans notre pratique et vous comprendrez que ça va être là. » Mais on a vu aujourd'hui l'effet, les gens qui défilaient, qui sont dans les établissements, qui allient la pratique à la clinique, et ça nous permet d'aller où on veut aller au profit du client. Donc, c'est des plus. Il y a une importance aussi pour la production de données.
Là aussi, une mesure du dernier plan d'action en toxicomanie, c'était d'implanter un système d'information clientèle. C'est pas banal. Là aussi, on était le dernier système à être implanté. Et je me permets de dire que c'est un système qui va très bien parce qu'il y a une synergie incroyable entre le ministère et les pilotes de chacun des centres qui font en sorte qu'on est capable de voir de la donnée. Il y a de la donnée qu'on voudra rendre plus disponible. Je pense au projet de Christophe. On a la même préoccupation de rendre ces données-là. Dans les derniers projets de recherche des dernières années, on a fourni quelques données. On a facilité la vie, je dirais, à l'accès à des données à des chercheurs qui avaient des projets en cours et ça a été aidant. Donc, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, mais il y a un engagement de dire qu'on veut travailler dans cette optique-là de se faciliter la vie parce qu'on travaille là, un pour l'autre. Il y a aussi quelque chose à ne pas minimiser, c'est tout le système de surveillance qu'on a au Québec. On parlait tantôt d'observatoire, c'est un moyen, puis je ne veux pas mettre un en opposition à l'autre, mais il ne faut pas perdre de vue comme on est bien équipé au Québec avec la surveillance. Il y a une banque de données incroyable, mais maintenant, comment on l'utilise, comment on y a accès, comment on vulgarise ces données-là pour faire en sorte qu'on est capable d'aller chercher ce qu'on a besoin. On participe concernant les sujets alcool, drogue, jeux. On est dans plusieurs enquêtes populationnelles du ministère et aussi au niveau canadien parce que la Direction de santé publique, de par sa loi, a accès à des enquêtes canadiennes et on est capable de dire que depuis l'an 2000, on assure de façon continue la surveillance de la consommation des jeunes concernant alcool, drogue et jeux. Et ça, bien, c'est rassurant parce que ça nous permet de voir quelle est l'évolution du phénomène, mais ça nous permet aussi d'appuyer nos campagnes. Nos campagnes d'information, sensibilisation, on a des données assez précises pour être capable de dire voilà quelle est la situation des 10-12 ans, des 13-16, des 17-24, et vraiment d'adapter les moyens et les interventions en fonction de la consommation de chacun de ces groupes d'âge-là. Donc, c'est la donnée qui nous permet d'aller dans ce sens-là. Et je compléterai en disant l'importance de la mise à profit des résultats. C'est un défi qu'on a. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui, ça rejoint cet objectif-là, mais on aura des efforts importants à mettre au cours des prochaines années. Je ne fais que penser à toutes les recherches qui se sont développées, qui ont été réalisées dans le cadre du programme de recherche thématique sur les jeux de hasard et d'argent, et que c'est difficile de transférer ces connaissances-là qui sont précieuses. Il y a eu des efforts de fait dans les dernières années, mais je pense qu'on a un tour de route plus là, à faire ensemble pour s'assurer que ça descende bien sur le terrain, parce que ça part souvent du terrain, mais il faut que ça redescende comme information et que ça nous alimente. Donc, vous comprendrez que le thème de la journée d'aujourd'hui est très pertinent autour de convergence, synergie, mais est aussi très actuel parce que, avec Serge, à l'heure du midi, on disait qu'il y a un alignement de planète important actuellement. Au ministère, on est dans une démarche d'élaboration de plans d'action interministériels. C'est un travail colossal qui est commencé depuis, je peux dire, quelques années. On travaille avec 14 ministères et organismes gouvernementaux. On est la seule direction qui a des orientations interministérielles officiellement. Toutes les directions du ministère travaillent avec d'autres ministères, mais nous, nos plans sont vraiment intersectoriels. C'est un plan qu'on a fait avec un comité d'experts, donc qui est composé d'acteurs de notre réseau, comme je le disais, plusieurs chercheurs, cliniciens. On avait des directeurs d'organisations de services et des gens de d'autres ministères sont dans la salle. On est allé en consultation aussi sur ce plan-là jusqu'en juillet ou à la fin juin. C'est 60 organisations. On avait demandé aux gens de tous les ministères et de notre réseau de porter la consultation, mais de se rendre responsables de consulter leur réseau. Donc, c'est 60 organisations qui ont été consultées, mais il y a 600 personnes qui sont impliquées dans la consultation. Donc, je crois qu'on aura un plan très collé aux besoins du terrain parce que vous nous avez dit des choses et on a l'intention de les entendre. C'est un défi d'intégrer tout ça, c'est un défi de synthétiser tout ça, mais on est là-dedans actuellement. Il y a aussi des travaux structurants qui se font. Vous lisez
les médias autant que moi. Donc, il y a des travaux importants qui se font en prévision de la légalisation du cannabis. Ces travaux-là sont pilotés chez nous en majeur par la Direction générale de la santé publique. Évidemment, on est très associés. Et ce qui est attendu, c'est qu'on ait un plan d'action qui intègre tous ces travaux-là. On a fait un effort dans le plan d'action parce qu'on avait 4-5 documents structurants au Québec. On avait l'offre de service, on avait un plan en jeu, un plan en toxicomanie, un document en prévention. Donc, ce qui était attendu de ce document-là, c'est de dire qu'on aura un seul document qui va venir intégrer toutes les orientations du gouvernement en allant de la promotion de la santé jusqu'à la réinsertion. Et le plus grand défi qu'on a eu, c'est de venir insérer l'offre de services du réseau de la santé et des services sociaux au travers d'un plan interministériel où on est venu circonscrire des responsabilités à nos partenaires dans comment ils pouvaient s'impliquer dans l'offre de services. Il y a des exemples faciles de ça à nos partenaires, les agents de probation notamment, comment on peut venir officialiser qu'ils ont un rôle à jouer dans la détection puis qu'on doit faciliter l'accès vers les services. C'est un exemple facile, mais c'est ce qu'on s'attend de l'intervention des partenaires dans un plan où il y a une offre de service qui est intégrée. Il y a aussi tous les travaux actuellement sur la prévention d'une éventuelle crise des opioïdes qui vont se retrouver aussi dans le plan d'action. Il est possible qu'on sorte des choses un peu plus rapidement là-dessus, là, considérant l'urgence de certains éléments, mais à terme, tous ces éléments-là vont se retrouver dans le plan d'action. Donc, vous comprendrez, si vous me demandez aujourd'hui quand lancera-t-on le plan, ça se peut qu'on décale de quelques semaines, voire de quelques mois, parce qu'on souhaite que tout ça soit intégré là, dans le même plan d'action. Il y a un alignement de planète aussi parce que toutes ces démarches-là se sont faites en consultation, en co-construction. Les trois grands champs, si je peux dire, se sont faits sur la base d'avis, de recommandations des experts, et les trois démarches ont été en consultation, des consultations importantes. Donc là aussi, c'est le défi de l'arrimage et de vraiment attacher les préoccupations là, qui ont été nommées dans ces consultations-là, dans ces documents d'orientation. Je trouve ça important de dire, donc vous comprendrez que des actions structurantes qui font consensus auprès des partenaires, il y en a une et un autre dans ce plan-là. Donc, je pense qu'on n'aura pas à se casser la tête beaucoup au cours des prochaines années pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant là-dedans. Vous nous avez alimenté sur une multitude d'actions concrètes. Le défi sera de les mettre en œuvre et de faire un plan de déploiement là-dedans. Je trouve ça important aussi de glisser un mot supplémentaire concernant les Autochtones parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Évidemment, les peuples autochtones sont très concernés quand on parle de consommation, alcool, drogue, jeux, cyber. Et il y a rattaché à la table interministérielle un sous-comité autochtone qui regroupe, je dirais, à peu près l'ensemble des principaux groupes autochtones au Québec, qui a travaillé avec nous pour l'élaboration du plan, mais qui a surtout travaillé à identifier, en plus de toutes les actions qu'il y a dans le plan, quelles seraient les actions structurantes qu'on doit mettre de l'avant spécifiquement pour les Autochtones. Ces actions-là sont déjà connues. Elles vont être reprises dans notre plan d'action, mais elles sont déjà connues parce que le gouvernement a choisi de regrouper l'ensemble des actions autochtones dans un seul plan, qui est le plan d'action en développement social, peut-être j'oublie un mot, autochtone. Assurément que ce plan-là est sur le site là, du secrétariat aux affaires autochtones et la section dépendance est déjà là. Et il y a des sommes de rattachées à ça qu'on a eues spécifiquement pour le volet autochtone. Donc, c'est des choses qui sont déjà connues, mais qui avancent là, dans le sens du plan. Il faut se permettre de se dire aussi, je dis tout le temps, nous, on travaille au plan administratif, on ne travaille pas au plan politique, mais il faut reconnaître qu'il y a une mobilisation politique importante actuellement qui est en notre faveur, il faut se le dire, et je dirais en profiter positivement. Parce que vient avec la consultation du cannabis, vient avec les opioïdes, une pression importante, des pressions dans les médias, donc l'identification de besoins. Donc, c'est un bel alignement de planète pour parler de nos besoins, les documenter et après, bien, notre travail sera fait, mais on se sera donné l'occasion d'aller plus loin ou de témoigner nos besoins.
Peut-être un dernier mot autour de ça aussi. On est, au niveau du réseau de la santé et des services sociaux, dans une préoccupation d'intégration des services. C'était la finalité du projet de loi 10. Quand on parle d'un changement législatif, je pense qu'on est d'abord dans des changements de structure et je pense qu'on s'en vient, je le souhaite cette année, dans une transformation plus clinique, plus d'intégration de services, où là est le réel objet de cette modification législative-là. Il y a des défis énormes là-dedans. Vous avez parlé beaucoup de concomitance. On en parle avec la santé mentale. On est déjà intégré avec la santé mentale. À intégrer, je cherche un mot pour dire parce que c'est pas parfait, on est intégré au niveau de la structure parce qu'on a les mêmes directeurs qui sont responsables de la dépendance, de l'itinérance et de la santé mentale au Québec. Donc, on est toujours à la même table ensemble, mais on a le défi maintenant de regarder nos trajectoires de services, ça va dire quoi, comment on va faire ça, nos outils, comment on va faire ça, et on a le défi de le faire avec d'autres programmes services parce qu'on a autant d'enjeux dans la concomitance avec les problèmes de santé physique. Donc, on a besoin de médecins de famille, on n'a pas juste besoin de psychiatres. Donc, c'est des grands défis, mais sont nommés, on veut s'y attaquer, on veut les travailler. Donc, si je reviens sur le plan d'action, quand on dit c'est un alignement de planètes, on est dans de la convergence. Ce plan-là va nous permettre d'identifier des actions concrètes pour les 10 prochaines années, avec évidemment, je vous rassure, parce que quand on a parti avec le plan d'action, on est parti avec un plan d'action sur 5 ans, ce qui est plus une période habituelle. La majorité des commentaires qu'on a reçus, c'est de dire que c'est beaucoup trop ambitieux pour 5 ans. Mettons-le sur 10 ans, mais avec la nécessité d'avoir un vrai bon bilan à mi-étape et la possibilité de se re-questionner, de réévaluer des choses et de réaligner certains éléments qui auraient évolué. Donc ça, c'est pertinent. Donc, un plan d'action qui veut prévenir, réduire évidemment les conséquences et aussi les troubles. Un plan d'action qui, comme je le disais, revoit l'offre de services du réseau et un plan d'action qui veut vraiment rapprocher le réseau public et le réseau communautaire. On a travaillé beaucoup en complémentarité, en parallèle, mais il faut vraiment se rapprocher, travailler plus étroitement, plus en complémentarité et se permettre d'utiliser l'expertise de ces deux réseaux-là, qui est une expertise qui est fort importante. Et je terminerai sur la recherche. Évidemment, ce plan d'action-là donne des orientations en continuité avec ce qu'on a au Québec depuis des années autour de la recherche, de l'évaluation, du développement des connaissances. C'est des éléments qui sont importants au point où il y a un principe directeur qui est dans le plan à l'effet que tout ce qui se développe devra être appuyé sur des données probantes. Probante inclut prometteuse parce qu'il ne faut pas que ça enlève la place à l'innovation. Il y aura toujours de la place à l'innovation en dépendance parce qu'on est un petit milieu très innovant, donc il y a de la place pour ça. Mais vous comprendrez que des actions concrètes vont découler là, dans cela. Je peux déjà vous dire qu'il y aura un appel de proposition. Là, je suis dans quelque chose de plus concret parce que je sais que certains d'entre vous êtes préoccupés autour de la recherche où on a pris une pause volontaire depuis 2 ans en se disant ça fait 13 millions qu'on met en recherche, en jeu, quelques millions en toxicomanie. On a besoin de faire le point pour savoir qu'est-ce qu'on a, où on s'en va. Et les travaux de plan d'action nous ont permis ça, de se dire, il y a des choses qu'on n'a plus besoin de savoir qu'on sait. Il y a des choses qu'on a besoin d'aller plus loin, puis il y a des choses nouvelles qu'on a besoin de connaître. Donc, je ne vous annonce pas qu'on aura un appel de proposition dans les règles de l'art comme on avait là à tous les ans. En ce sens qu'on fait toujours à peu près ça au printemps, ça vous donne l'été pour déposer les projets. Et il y aura le printemps prochain cet appel-là. Mais ça fait déjà plusieurs mois, en fait, avant le temps qu'on était en consultation, on était déjà bien alignés avec les recommandations que les experts nous avaient faites pour cibler quelques éléments de recherche qu'on voulait voir partir plus rapidement. Donc, c'est vraiment là, très incessamment. C'est une question de quelques semaines. On est en train d'attacher les dernières ficelles avec le FRQSC. Donc, il y aura déjà un premier appel là, qui est en cohérence avec ces orientations-là.
Alors, sur ce, je dis merci à tous. Merci d'être encore là parce que le mot de fermeture, il n'est pas toujours évident quand on a un 5 à 7 après. Merci d'avoir été là et bonne chance là, pour la suite.